mythologie. Le parc, c'est peut-être un peu noir, ce sont les divinités qui filent la destinée des hommes. Et donc notre phrase clé, c'est qu'en gros, il n'y aura pas de fil coupé à la fin, puisque nous allons tisser ensemble des destinées. Et donc cette association, elle a fêté ses 12 ans il n'y a pas longtemps, en mars, on fêtera nos 13 ans, voilà. Et on n'avait pas de lieu. On était complètement nomades pendant toutes ces années à faire des actions en pied d'immeuble pour que les gens d'un immeuble se retrouvent, échangent, profitent, fassent du dessin, de l'art, et parce que je n'ai pas du tout parlé, que j'ai fait des études d'art, parce que je me disais que c'était la seule chose que je pouvais faire dans ma vie pour exprimer tout ce que j'avais dans ma tête. Et au Beaux-Arts, j'avais déjà des projets de création dans les quartiers pour qu'on touche, pour qu'on expérimente, pour que ça soit accessible à tous. Et du coup, cette association, au travers des actions qu'on a menées, on a pu parler aux gens, recueillir leurs besoins, leurs envies. Et du coup, de là est né ce projet de lieu, la supérette du quotidien, comme une petite supérette en pied d'immeuble, où ton épicier, ton épicière, il connaît tout le monde, tu viens voir comment ça va la famille et tout ça, bah voilà. Donc je suis un peu l'épicière du quartier. Du coup, je vis dans le quartier, j'ai grandi dans le 13e, mon fils est dans une des écoles du quartier, et toutes les écoles autour aussi, c'est des enfants que j'ai vus grandir. Et il y a l'association 12 ans, c'est pas rien, des enfants qu'on a suivis après par la suite. Voilà, donc la supérette du quotidien, c'est pas l'endroit où tu vas acheter du beurre et du lait, mais tu peux faire un gâteau avec tous les gens que tu vas retrouver, les gens, les envies. Et mon fils qui est là, lui, on lui a réalisé son rêve d'avoir un anniversaire Harry Potter avec ses copains. Et du coup, il y avait 30 enfants ici, anti-sorciers et sorcières, et tout le lieu était transformé en château d'Harry Potter. Voilà, ils étaient 3, il y avait 30 enfants, il y avait les mandragores, le choix, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc si vous avez un projet, une idée, eh bien le lieu est fait pour ça aussi. Donc on va accueillir des expositions, on va accueillir d'autres conférences, parce que le mois du rêve, finalement, va continuer. En un mois, on a passé assez de temps pour vous laisser tous prendre cette place aussi. Donc vous avez la possibilité de revenir à d'autres moments et de continuer à broder ensemble cette histoire. Voilà. Un format mini-conférence, donc on a 5 personnes qui vont partager leurs rêves et leur vision du rêve avec nous ce soir. Donc ils sont là, devant. Donc Julia, il y a Céline, Ali, Caroline et Elisa. Donc un par un, chacun va nous parler un petit peu de son parcours, de son rêve, et on va essayer de s'inspirer les uns des autres. Et pour partir d'ici motivés pour réaliser tous nos rêves et défis. Donc voilà. Donc je vais laisser la place à Julia pour commencer le bal. Julia, comme ça. Merci Valentina. Je me rappelle encore il y a quelques mois quand tu m'as contactée. Et moi, ça m'inspire toujours beaucoup les personnes qui ont un rêve comme ça et qui vont jusqu'au bout, qui ne laissent pas ce projet sur un bout de papier et qui se donnent les moyens et qui osent. Donc bravo à toi déjà, je pense qu'on peut l'applaudir à toi. J'ai envie de vous partager un petit peu mon parcours avec les rêves, comment j'ai commencé à croire en mes rêves et comment vous pouvez vous aussi croire en vos rêves avec quelques outils qui moi m'ont guidée et j'espère qu'ils auront le même impact sur vous. Donc moi j'ai commencé à m'intéresser aux rêves grâce à une rencontre. Il y a 3 ans, j'étais serveuse dans un restaurant le soir parce que j'étais étudiante et donc pour financer mes études, je travaillais le soir. Et je me rappelle que la fondatrice du restaurant dans lequel je travaillais, elle avait plein de rêves. Et d'ailleurs, le fait même d'avoir ouvert son propre restaurant, c'était un de ses rêves. Et à la fin d'un service, on se retrouve autour d'une bière au comptoir et je lui demande comment elle a créé son restaurant et elle me raconte en fait qu'elle a fait une reconversion, qu'elle était avant assistante sociale et qu'en fait elle a réalisé avec son mari ce rêve d'ouvrir son restaurant. Et elle me raconte que maintenant qu'elle a réalisé ce premier rêve, en fait, elle a plein d'autres rêves qu'elle a ressortis d'elle-même. En fait, elle a fait une introspection et elle s'est rendue compte qu'elle rêvait de faire le tour de la Méditerranée en voilier, d'aller visiter l'Amérique du Sud. Et en fait, elle me fait la liste de ses rêves. Et moi, je l'écoute avec attention. Et en fait, en l'écoutant, je me rends compte que
moi, j'ai pas de rêve. Moi, j'ai 20 ans à cette époque-là, 19 ans même, et je suis étudiante, je viens de rentrer en école de commerce, et je réalise que j'ai pas de rêve. Mon rêve, en tout cas, selon moi, c'est juste de trouver un stage, de finir mes études, et je me suis même jamais posé la question quels sont mes rêves. Moi, ma mère, elle m'a plutôt éduquée dans une optique de dire voilà, c'est bien beau de rêver, mais il faut quand même être réaliste, la vie c'est difficile, donc rêve pas trop non plus parce que tu risques d'être déçu. Est-ce que vous aussi vous avez déjà entendu ça? Voilà. Et j'ai un peu été éduquée comme ça, donc je me suis jamais trop posé la question de quels étaient mes rêves parce que je me disais que finalement ça servait à rien de rêver si c'était pour être déçu après. Et puis, cette idée a fait du chemin. Et en parallèle de mes études, je me suis inscrite dans une association étudiante qui s'appelait TEDx. Donc, vous connaissez peut-être ces conférences inspirantes de TEDx. Et en fait, quand j'étais à TEDx, j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont vraiment transportée. Et j'ai rencontré un champion du monde de boxe, une entrepreneur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens qui rêvaient le plus grand, finalement, c'était eux qui réussissaient vraiment dans la vie à mener à bien leur projet. Et qu'en fait, tous les gens qui m'inspiraient étaient des gens dont on leur disait qu'ils n'y arriveraient jamais. Et le fait de m'entourer de personnes qui rêvaient grand, qui réussissaient à mener à bien des projets, ça m'a inspirée. Et donc du coup, j'ai côtoyé ces personnes-là. Et surtout, en côtoyant ces personnes-là, je me suis rendu compte que eux, ce qu'ils faisaient, c'était de donner des conférences à travers TEDx, et que c'était ça mon rêve. C'était finalement de donner des conférences. Et moi qui organisais ces conférences, je me disais que mon rêve, c'était pas finalement d'être dans les coulisses, mais c'était d'être sur scène, comme aujourd'hui, et de partager des messages. Seulement, c'était il y a 3 ans. J'avais pas du tout confiance en moi et je me demandais comment j'allais faire pour réaliser ce rêve. Alors je pars en Estonie parce que je pars en échange universitaire, je vais faire une année d'Erasmus et ça faisait longtemps que sur YouTube, quand j'allais voir une vidéo, j'étais tombée sur des pubs de David Laroche. À chaque fois que je regardais une pub, j'avais une pub de David Laroche pour un de ses webinaires et en fait il parlait justement du rêve. Il disait est-ce que vous avez un rêve, est-ce que vous avez une vision? Et il encourageait les gens à s'inscrire à un webinaire, je ne savais pas encore quoi. Et je m'inscris parce que ça me parle, je m'inscris 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais finalement, à chaque fois que je m'inscris, j'y vais pas. Ça vous est peut-être arrivé parfois que vous inscrivez à un événement, puis finalement, quand ça arrive, vous mettez ça de côté. Et la 4e fois, je me dis non, cette fois, tu y vas. Et en fait, ce webinaire-là, il me transforme parce que David parle de son histoire, parle du fait que quand il était jeune, il n'avait pas du tout confiance en lui, qu'il avait beaucoup de doutes, que lui-même a fait des études d'ingénieur, mais qu'en fait son rêve c'était d'être coach et d'inspirer les gens, etc. Et en fait, ce qu'il partage me parle énormément. Et à la fin du webinaire, il vend une formation. Et à cette époque-là, je me dis que j'ai vraiment envie de créer un changement dans ma vie. J'ai pas juste envie de rêver ma vie, j'ai envie de vivre mon rêve. Et j'achète la formation. Et au moment où j'achète la formation, je me dis que je fais une énorme erreur parce que c'est une formation qui coûte 1 200 €. Et que moi, je suis encore étudiante. Et que je dois financer mes études, ma vie en Estonie, tout ce qui touche à la vie. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as acheté un vendeur de rêves qui va te faire miroiter que tu peux créer ta vie parfaite, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que du vent. Et donc, en fait, l'après-midi, juste après avoir acheté cette formation, je me dis que j'ai fait n'importe quoi et que je suis totalement naïve, comme fille, d'avoir acheté ce programme. Et puis en même temps, il y a une autre petite voix en moi qui me dit que j'ai fait la bonne action et que j'ai bien fait de suivre cette intuition d'acheter cette formation et qu'en fait, ça peut vraiment créer une étincelle dans ma vie. Alors je commence à suivre le programme et donc je travaille sur mes objectifs, etc. Et petit à petit, je sens que j'ose plus, que je mets des petites actions en place et que ces petites actions menées bout à bout vont me permettre de faire un gros changement. Le premier changement que je fais, c'est que vu que je dois payer la formation et que je n'ai pas encore cet argent pour payer la formation, j'accélère un de mes projets depuis 2 ans qui est de créer mon entreprise. Ça faisait 2 ans que j'avais l'idée, que je m'étais dit que j'allais le faire, etc. Mais à chaque fois, je me sentais pas, j'avais l'impression que c'était pas le bon moment, que je savais pas quoi faire, etc. Donc je restais inactive. Et... J'avais pas de rêve de petite fille en fait. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse, comme peut-être beaucoup d'entre vous, et je rêvais de rencontrer le prince charmant. Voilà. Donc pour ça, il va falloir que je vous raconte mon histoire. Mon histoire, elle commence dans le ventre de ma maman. À 4 mois, tout au début de la grossesse de ma maman, il y a des petits rasoirs dans son ventre qui viennent sectionner ma main, qui du coup s'arrête de grandir. On est dans le début des années 80, 1980, donc il n'y a pas d'échographie, il n'y a rien. Et mes parents
maman découvre que ma main ne grandira jamais quand elle accouche. Et là, ça a été le grand choc. Oh là là, mais comment on va faire? Comment elle va grandir? Comment on va l'accompagner? Comment en soi, elle va pouvoir réaliser ses rêves comme les autres enfants? Et en fait, je grandis tout naturellement. Parce qu'en fait, j'ai cette pince qui apparemment est magique. Et je grandis. À 4 ans, je fais du ski, je fais du tennis, je fais du bateau, de la voile. Je suis la première à couper ma viande. Je saute du plongeoir, je nage. Et à l'âge de 5 ans, un peu plus, en tout cas, je suis en dernière année maternelle, je me retrouve à un anniversaire d'une copine. Et c'est l'anniversaire de sa sœur qui a 10 ans. Et c'est assez drôle en fait, ce rond par terre, parce que elle me demande d'aller dans une salle, de me mettre au milieu de la salle, et elles étaient tout autour de moi. Et là, elle me regarde, elle me dit « Tu es une sorcière ». Et c'est quand on a 5 ans, la sorcière, c'est soit la belle-mère de Blanche-Neige, soit c'est dans La Belle au bois dormant. Enfin, la sorcière, elle n'est jamais très très jolie, elle est toujours un peu méchante. Et je grandis à partir de ce moment-là, comme si j'étais une sorcière. Et en fait, je ne me dis pas que je suis une sorcière parce que j'ai cette main qui peut-être fait office pour ces femmes, elles imaginent que je suis une sorcière. Mais en fait, je grandis parce que je me dis, je suis moche. Et je grandis, je suis timide, je suis effacée, je n'ai pas confiance en moi, je ne prends pas la parole en public. Jamais, je suis reculée au fond de la classe. Et petit à petit, voilà. Fin du premier acte. Saviez-vous qu'à l'âge de 5 ans, vous demandez à des enfants si le héros d'une histoire est très malin, ce qu'ils vous répondent, de quel sexe il est, et bien ils vont répondre leur sexe. C'est-à-dire que si vous demandez à des garçons, il va dire c'est un garçon, le héros. Si vous demandez à des filles, ben c'est une héroïne. À partir de 6 ans, quand vous posez cette même question, donc 6 ans c'est quand ils rentrent à l'école, quand vous posez cette même question aux garçons, ils vont toujours dire « Ah, le héros, c'est un garçon ». Et quand vous posez cette question aux filles, elles vont vous dire que c'est un garçon, que le héros c'est un garçon. Elles ne se projettent plus dans cette héroïne. Et ça, quand je suis devenue mère, parce que j'avais eu cette histoire et que je n'avais pas envie que ma fille grandisse en n'ayant pas confiance en elle, en étant au fond de la classe, en ayant peur de parler devant les autres, je me suis mis grave la pression, mais vraiment. Je me suis dit, oh là là, il ne va pas falloir que je lise Disney, parce que bien sûr, moi j'ai grandi avec Disney, donc c'est quand je parlais, je rêvais du prince charmant, je rêvais d'être une princesse ou une maîtresse. Et je me suis dit, il ne faut pas que je lise Disney, parce que sinon elle va briller. Et à l'âge de 1 an, c'était un soir, c'était pendant le confinement, j'ai pris un livre de ma bibliothèque. C'était Les culottés de Pénélope Bagieux. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est pas du tout un livre pour enfants, et surtout pas un enfant de 1 an. Et dans ce livre, la promesse, c'est ces femmes qui font ce qu'elles veulent, ces femmes qui croient en leurs rêves, ces femmes qui font fi de toutes les injonctions, et je lui lis l'histoire de la femme à barbe. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi cette histoire, mais en tout cas, j'ai choisi cette histoire, et ma fille rigole, sourit. Je dis bon. Et là, et tiens, Céline, pourquoi est-ce que toi, tu ne raconterais pas ces histoires-là? Pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas la parole à des femmes autres que la femme à barbe, parce que ta fille ne pourra jamais s'identifier à cette femme à barbe? Est-ce que tu donnerais pas vie à toutes ces femmes et tu racontes ces histoires? Ok. Et là, j'ai pris un micro et j'ai commencé à interviewer des femmes que moi je trouvais inspirantes et j'ai raconté ces histoires aux enfants dans un podcast qui s'appelle Nouvelles Héroïnes, parce qu'aujourd'hui on parle que de super-héros, et moi j'avais envie de donner un côté noble, de redéfinir en fait ce qu'était l'héroïne. Et j'ai commencé. Et là, vous allez me dire, mais comment en fait tu vas choisir tes nouvelles héroïnes? Comment en fait tu vas aider ta fille et toute cette génération à se construire,
à grandir, à aller au bout de ses rêves sans tomber dans le poncif, il faut croire en ses rêves, à travers ces portraits de femmes, ces héroïnes. Alors je me suis dit, en fait, moi j'ai pris la parole, le plus important pour ma fille, c'est qu'elle s'accepte. Donc c'est l'acceptation de soi, comment en fait elle va s'accepter. Et donc une de mes premières héroïnes était Stéphanie Gâteau, une jeune femme qui est née polyhandicapée, sourde, autiste Asperger, et qui rêvait quand elle était petite d'être invisible. Aujourd'hui, il y a 15 jours, elle a fait une course en goélette et elle a couru, elle s'est levée pour franchir la ligne. Et c'était la première fois qu'elle était debout et qu'elle gagnait cette course. Ensuite, j'ai eu Clarisse Abedegnou, je ne sais pas si vous voyez qui c'est cette championne olympique de judo qui est née extrême prématurée. Et en fait, l'histoire de Clarisse, elle est incroyable parce qu'en fait, elle est née 3 mois avant la date. Pendant 7 jours, elle était dans un coma. Et quand les médecins ont voulu la débrancher parce qu'il n'y avait plus d'espoir, elle s'est réveillée. Et aujourd'hui, elle est championne olympique. Et elle a fait fi de beaucoup de choses. Ensuite, il y a une héroïne un peu particulière et qui s'appelle Peggy Boucher. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Peggy Boucher. C'est la première femme à avoir osé, à 24 ans, traverser l'Atlantique. Peggy Boucher, pourquoi je vous parle d'elle parce que, bien sûr, c'est une femme, elle avait 24 ans. Traverser l'Atlantique à la rame, quand on est toute seule, quand on est une femme, moi, traverser un lac en barque, c'est déjà un exploit. Et ce qui est hyper intéressant dans l'histoire et pourquoi j'ai voulu la raconter et pourquoi je vous la raconte aujourd'hui, c'est que Peggy, elle est rentrée dans le monde de la voile. La voile, c'était... il y avait Carsozon, il y avait Eric Tavelli, il n'y avait que des hommes. Et un jour, elle voit Florence Artaud. Elle voit Florence Artaud à la télé qui gagne la Redoute du Rhum. Première femme. Elle se dit, si elle peut le faire, je peux le faire. Et donc elle s'est dit, tiens, je vais prendre mon bateau et je vais commencer à naviguer. Ensuite, elle a vu un documentaire qui montrait la traversée à la rame du Pacifique. Elle a dit, tiens, mais si ils peuvent le faire, moi je peux le faire. Elle a tout juste 20 ans. Et donc là, elle se met martèle en tête. Elle se dit, moi, je veux traverser l'Atlantique. Je veux être la première femme à traverser l'Atlantique à la rame. Je veux être cette première femme. Elle trouve... Parce que c'est très important pour moi, ça parle de mon histoire. J'ai passé énormément de temps dans la rêverie. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de croire dans les rêves, même si je pense dans le fond je reste un rêveur. La rêverie, c'est quand vous pensez à quelque chose, vous avez envie de réaliser, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui est un rêve, mais que vous restez dans votre imaginaire. Ça fait du bien quand vous passez 1 minute, 2 minutes dans ce genre d'état, mais ça devient très contre-productif et dangereux quand vous passez 15 minutes, 20 minutes. Et moi, dans mon cas, j'ai passé des heures et des heures dans un état de rêverie, à imaginer que quelque chose d'incroyable se passe avec une probabilité totalement nulle pour que ça se passe. Ça a commencé comme un mécanisme de protection. Dans mon enfance, j'avais besoin de m'évader par rapport à ce qui se passait chez moi à la maison et je me suis perdu dans ces rêveries année après année jusqu'à un âge plus avancé. Et je pense que c'est un des plus grands travaux et efforts que j'ai fait sur moi sur les 2 dernières années. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez avoir des rêveries du type, comme dans mon cas, avoir rêvé 100 fois gagner Roland-Garros. La probabilité de gagner Roland-Garros est très faible, encore plus avec un âge avancé. Par contre, vous avez, et on a tous la possibilité de réaliser nos objectifs rêvés. Et donc mon intention quand je vois qui je veux être et qui je veux devenir. Et je vais prendre l'exemple de Julia, si tu permets. Sur ce qu'elle nous a partagé, ce passage de quand tu étais serveuse à passer en conférencière, ce que tu es aujourd'hui. Elle a eu besoin de faire ce saut identitaire. Et donc dans ce saut identitaire, les questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin
de modifier d'un point de vue de parole, d'un point de vue d'action, d'un point de vue de comportement, d'un point de vue de posture au quotidien, à qui j'ai besoin de parler, qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi, quelles compétences j'ai besoin d'acquérir pour faire ce saut identitaire. Moi, dans mon cas, et je pense que Valentina pensait que j'allais parler de ça au départ, j'ai fait un saut identitaire pour écrire, pour devenir auteur. Alors, ce n'était pas un rêve, donc je ne me voyais pas mentir ce soir à vous dire que c'était un rêve d'écrire. Je n'ai pas pu avoir ce rêve parce qu'on m'a dit très très jeune que je ne savais pas écrire en français. Moi, je viens du Maroc, donc le français est ma deuxième langue. Et très tôt, ma prof de français m'a dit que je ne savais pas écrire avec des notes catastrophiques. Donc elle a créé une croyance limitante que j'étais incapable d'écrire. Donc je n'ai même pas pu rêver que j'allais écrire un livre un jour. Et ce qui se passe, qu'il y a un an, après avoir passé déjà 4 ans à écrire sur les réseaux sociaux, j'ai eu cette envie, cette montée, cette découverte d'un objectif rêvé qui est d'écrire et de devenir auteur. Et donc j'ai posé cet objectif rêvé et j'ai dû faire un saut identitaire pour me demander qu'est-ce que font les auteurs, qu'est-ce que je dois faire pour écrire ce livre, aller au bout, le réaliser et en faire quelque chose de vrai, de réel. Et ne pas juste rester dans ma tête de « un jour je deviendrai auteur ». Et je vous dis ça très important parce que depuis que j'ai partagé que j'écrivais un livre, je pense que c'est en dizaines ou vingtaines de personnes qui m'ont confié qu'ils ont un livre en attente quelque part. On voit des sourires, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans ce cas, et qui n'a jamais vu le jour. Et si vous restez dans la rêverie avec laquelle j'ai introduit cette mini-conférence, ben ce livre ne sortira jamais. Par contre, si vous mettez dans la posture de l'objectif rêvé, que vous vous dites, là, maintenant, tout de suite, à partir de là, je fais ce saut identitaire, et avant même d'avoir fini le livre, je suis auteur. Je suis autrice. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au bout de cet objectif rêvé, de le rendre réel dans la vie et de le voir arriver. Ben, on commence à se demander, j'ai commencé à me poser des questions de comment écrire, quelle régularité, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois faire attention alors que j'ai d'autres activités à côté, et ce qui m'a amené à avancer mois après mois, à l'auto-éditer, à l'imprimer moi-même et à le sortir il y a 3 semaines. Donc ce livre est devenu une réalité. Je ne suis toujours pas à l'aise avec le fait de m'appeler auteur, c'est la vérité, mais comme j'ai envie d'écrire le deuxième et que je suis en train de l'entamer, je me sens de plus en plus en confiance pour confirmer ce saut identitaire. Et le mot est un peu fort, saut identitaire, est-ce qu'on va changer d'identité? Mais en vrai, la loi de l'impermanence nous dit qu'il n'y a que du changement. Donc à n'importe quelle seconde, à chaque instant, on est en train de changer. Et donc le saut identitaire, c'est juste une invitation à accepter d'aller un peu hors de sa zone de confort, pour acquérir de nouvelles choses, créer de nouvelles choses dans ce monde. Et je crois qu'on est là pour créer ces nouvelles choses et faire autant de sauts qu'il faut pour créer ce qu'on a envie de créer, amener ce qu'on a envie d'amener dans le monde. Ça, c'est un discours de rêveur. Donc j'ai encore un peu le côté... mais j'essaie de devenir de plus en plus réaliste dans le rêve. D'où le terme objectif rêvé. Et moi, je lui dis, bon, alors déjà, rêve, la première chose à me dire, c'est mes rêves à moi. Et la deuxième chose à laquelle je pense, je lui ai dit, il y a 2 personnes avec qui ça me fait penser, c'est Jay Shetty et Lewis Howes. Et elle me dit, ouais, mais les personnes plus françaises en fait. Alors, petit historique, pardon. Je reviens de 9 ans de l'étranger, donc j'ai des mots en anglais qui viennent, donc il y a des moments où je bug et je me concentre très très fort pour retrouver ce que ça veut dire. Et donc je lui dis, bah ouais, mais alors là, moi avec mes 9 ans à l'étranger, je connais personne en France, donc je ne vais pas pouvoir t'aider. Elle me dit, mais du coup, quels sont tes rêves? Et je lui dis, bah en fait, mes rêves, moi qui venais juste de rentrer en France, rentrer chez mes parents, repartir un peu de zéro, retrouver un boulot, retrouver tous mes copains et tous mes potes. Et je lui dis, bah en fait, moi, j'aimerais bien m'installer à la campagne, retrouver ce que j'avais en Nouvelle-Zélande, à savoir, j'avais une maison à la campagne, vraiment en plein milieu nulle part, pas très loin de la ville, pas très loin de l'océan, retrouver un chien que j'ai dû laisser en Nouvelle-Zélande avec son autre propriétaire. Et elle me dit, mais en fait, c'est génial, vas-y, viens partager tes rêves qui sont hyper simples, parce qu'en fait, on n'est pas tous obligés d'avoir des rêves incroyables, de cinéastes, ou je ne sais quoi d'autre. Même si c'est merveilleux d'avoir des rêves aussi très très poussés. Et donc en fait moi quand je suis rentrée, je me suis effectivement dit ok, quels sont mes rêves, et en fait je te rejoins complètement à l'issue. J'ai beaucoup rêvé, mais sur des choses assez inatteignables, à partir un petit peu très loin dans l'imagination, à m'imaginer plein de vies différentes dans tous les sens, je suis très très bonne pour ça. Et là je me suis dit ok, bah maintenant en fait là je repars vraiment de zéro, je peux choisir où je vis, je peux choisir avec qui je vis, je peux choisir
avec qui j'interagis, ce que j'ai envie de faire en fait en partant de zéro. Qu'est-ce que je fais? Vraiment, j'ai un truc complètement blanc. Je repars de zéro. Donc pour redonner un petit peu l'historique de tout ça, c'est qu'en fait, avant de rentrer, j'avais un peu la vie rêvée. Enfin, la vie rêvée telle que beaucoup de gens la voient, telle que beaucoup de gens la projetaient sur moi en disant cette vie est extraordinaire. Parce que quand je suis partie il y a 9 ans, j'ai vécu 2 ans et demi en Thaïlande, donc à Bangkok, je travaillais là-bas. Pour le boulot, je voyageais en Indonésie, au Vietnam, aux Philippines. Et quand je voyageais pas pour le boulot, je voyageais pour moi. Donc je faisais des road trips pareil à Bali, au Myanmar. Et donc moi je suis partie à 25 ans, de 25 à 28. Tous mes potes qui vivaient encore à Paris, en France, et la majorité me disaient quelle vie incroyable, quelle vie de rêve. Ce qui n'était pas ma perception des choses, parce que moi j'avais mon quotidien qui était différent. Et après, je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande. Donc là, j'ai passé 6 ans là-bas. Et à nouveau, ce qui s'est passé là-bas, c'est que j'ai construit ce qu'on appelle une tiny house on wheels. Donc en fait, vous prenez une remorque de 3 mètres sur 8 et vous construisez une maison dessus. Grosso modo, il y a une mezzanine avec un lit, et puis à l'intérieur, vous avez tout ce qu'il faut, un petit salon, une petite cuisine, on avait un bureau, etc. Et cette maison, elle avait été designée par moi et mon compagnon. Donc elle était complètement autonome en électricité, autonome en eau chaude, extrêmement écolo, construite avec des matériaux nobles parce que c'était un peu notre délire. Et on s'est installé sur un terrain. Le concept de ces petites maisons, en fait, c'est qu'on peut comme elles sont sur les remorques, on les pose sur les terrains de quelqu'un. Donc on n'est pas propriétaire du terrain, on est propriétaire de la maison. Et on loue pour vraiment une somme modique, souvent dans des endroits assez incroyables. Il y a des gens qui vivent sur l'océan, il y a des gens qui vivent à la montagne. Moi, je vivais à ce qu'on appelle dans le bush, donc c'est un parc national dans lequel on avait deux acres de terrain pour à la base faire du maraîchage. Et au plein milieu du parc national, donc avec plein d'arbres aussi autour. Donc, cadre plutôt sympa, en vivant à 20 minutes de l'océan, donc j'y allais régulièrement après le boulot, promener mon chien ou pour surfer, enfin essayer de surfer, parce que ça n'est pas trop maîtrisé. Et à nouveau, donc, les copains qui étaient restés en France m'ont dit ouais, vie géniale. Et d'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle This tiny house is what dreams are made of. Cette maison est ce dont sont faits les rêves. Et j'adore cette vidéo, elle est incroyable, si jamais vous la cherchez, vous la trouverez très facilement. Mais en fait, en revenant ici en me disant ok, je repars de zéro, qu'est-ce que je veux, je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les rêves, tout ce qui avait été avant, c'était pas ma vie à moi, c'était pas mes rêves à moi. Moi, j'avais rêvé la vie de quelqu'un d'autre, j'avais suivi les rêves de quelqu'un d'autre. Et j'avais réalisé les rêves de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, j'avais réalisé ses projets, etc. Qui était à l'époque, qui était ce que je pensais rêver et qui était un peu tiré par mon ex-conjoint. Grâce à ça, j'ai fait des choses extraordinaires, mais c'était pas moi, du tout. Et donc ça m'a amené effectivement à avoir cette vraie réflexion sur ok, c'est chouette de se projeter sur plein de choses, mais maintenant, qu'est-ce que moi je veux vraiment en fait? Est-ce que j'ai besoin d'avoir ces choses un petit peu extraordinaires pour nous? Et surtout, qu'est-ce qui m'empêche? Parce qu'en fait, j'avais du coup le fait d'avoir énormément rêvé avant, et d'avoir jamais rien. C'est beaucoup plus facile de réaliser l'objectif de quelqu'un d'autre parce que vous êtes vachement moins peur. Si vous vous plantez, c'est pas mon objectif, donc c'est pas grave, je me sens pas en échec du tout. Si c'est l'objectif, si c'est mon objectif à moi et je me dis je mets vraiment ça compte pour moi, donc il y avait vraiment une grosse valeur pour moi, j'y allais pas, jamais. J'y allais vraiment pas. Donc, j'ai commencé quand je deviens adolescente, j'ai envie de devenir designer d'objets. Je me dis ça c'est super comme choix parce que c'est à la fois artistique et en même temps il y a du boulot normalement. Je fais une année de mise à niveau en art appliqué. Bon là c'est l'enfer pour moi, c'est des nuits blanches, c'est des travaux, il y en a partout, il faut les rendre. Vous avez un jour de retard, c'est un point en moins. Enfin, je ne pouvais pas suivre ce rythme. Donc je vois mon enseignante, je dis c'est bien enseignante d'art plastique, ça va être cool. Donc je m'inscris à la fac pour être professeur d'art plastique. Pareil, là j'ai pas reçu le CAPES. Bon, donc je me retrouve à un moment où il faut que je trouve financièrement un travail. Le destin fait que je vais trouver dans la vente, dans la papeterie. Donc c'est plutôt un cadre assez sympa. Je suis entourée de papier coloré. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Mais en 2016, j'ai une très forte impulsion, j'ai envie vraiment je crée toujours des choses à côté et je me dis, il est temps que je montre au monde que je suis une artiste. Donc je fais mon site web, je vais sur Instagram,
ça y est, ça a marché. J'ai une énergie, waouh, je l'ai refait avec moi. Et non, c'est pas comme ça. Donc moi, mon problème, c'est que je baisse vite les bras. Donc les premières portes qui vont se fermer, je me dis, c'est pas fait pour moi. Et puis je continue à dessiner, mais sans vraiment y croire. Donc j'ai un peu oublié ce côté d'exposer. Je veux quand même à des vernissages, mais je me dis jamais, tiens, ça pourrait être moi. Je mets toujours les autres personnes sur un piédestal, en disant, je sais pas, eux ils le méritent, c'est plus intéressant, peut-être je suis pas dans le mouvement, dans le style artistique, bon. Jusqu'au jour où par hasard, j'aime bien dans la vie, c'est des choses, parfois on n'y pense pas, mais il y a l'univers qui tac tac, regarde, il y a un truc là, va cliquer. Et là je découvre Inspiration créative de Kylian Talin, qui a fait un cercle qui permet à toute personne créative, blogueur, podcasteur, artiste, de se retrouver dans un lieu où on peut échanger et on peut aussi se voir, se rencontrer physiquement pour partager nos difficultés et nous encourager. Et donc, là, j'ai commencé à voir que, oui, effectivement, je parlais à des artistes, je suis allée voir leurs expositions, j'ai un peu vu les coulisses, et je me dis, en fait, il faut juste oser dire, oui, est-ce qu'il y a une place, je peux exposer, si ça ne fait pas, ce sera un autre endroit. Ça, c'est... Même en observant le parcours d'artistes ou de personnes dans tout domaine, souvent, on peut voir qu'elles ont eu beaucoup de refus. Par exemple, J.K. Rowling, elle a eu beaucoup de refus. Donc je trouve qu'on est dans une société, peut-être maintenant, je ne sais pas, mais en tout cas dans ma jeunesse, j'avais l'impression qu'on nous montrait toujours la réussite. Mais on ne nous montrait jamais avant toutes les étapes, comment pour arriver à là. Et parfois, c'est souvent, ça peut être des moments, des personnes ne vont pas penser à devenir fleuristes, mais il y a une occasion qui s'est ouverte et ça leur ouvre les yeux et ils vont faire ça. Et je pense que la vie, c'est aussi un chemin qui va faire que peut-être là, aujourd'hui, je suis intéressée par l'art, mais peut-être demain, je ferai de la photo, ou je ne sais quoi. Je vous laisse ouverte à toutes les possibilités et surtout faire avec le cœur, comme vous faites. Et aussi, essayer de ne pas avoir, comme il disait, ne pas avoir peur de l'échec. Je pense que maintenant, j'ai intégré que l'échec fait partie de la leçon. On n'est pas, avec la science infuse, on a appris à marcher, à se mettre debout. Voilà, là on l'a fait de façon naturelle, c'était en nous, et donc je pense faut essayer de croire en soi, et ça, pour croire en soi, je reviens au cercle Inspiration créative, parce que ça permet de côtoyer des gens. Et donc je suis allée à une soirée défibrique organisée par Kylian Talin et Valentin Decker, et j'ai rencontré cette charmante personne. On a échangé. On a gardé contact et un jour elle me dit je vais faire un festival le 25 septembre. Je dis trop bien, mais dis-moi quand ça sera, moi je viendrai te voir et tout. Et là elle me pose la question, et quoi, c'est quoi ton rêve? Je lui dis moi ça serait d'exposer mes dessins. Et quelques jours plus tard, elle me contacte et elle me dit Elisa, ça te dirait d'exposer et de faire une conférence? Ouais, carrément. Mon cerveau il a dit attends, elle a dit conférence un peu, c'est pas grave, on y va. Et donc voilà, c'était fin juin. Moi je partais en vacances en juillet, après elle partait au mois d'août faire son voyage toute seule. Donc je dis ok, ça a l'air, je sais pas comment on organise un festival, mais bon, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut faire. Ne pas partir dans le mental et de me dire mais ça va pas, mais ça va pas, mais ça c'est trop long, vous n'avez pas le temps. Et en fait c'était vraiment... Voilà, c'est super, c'était pas parfait. Je l'ai fait et en fait il faut que j'apprenne à accepter l'imperfection parce que ça fait partie, merci beaucoup. Et donc ce festival, pour finir, c'est un festival inspirant, j'espère que vous avez été inspirés, participatif parce que l'idée c'est que tout le monde puisse, une expo, une idée, si vous avez des idées ou vous connaissez des gens qui ont des idées, des rêves à accomplir, on est là pendant un mois et on peut
toujours rajouter des choses dans le programme, ou même plus tard, parce que le mois du rêve ne s'arrête pas le 26 octobre. Et solidaire. Et moi, j'avais vraiment envie, quand j'ai eu l'idée de cet événement, de le rendre solidaire pour que ça serve à autre chose aussi, que ça ne soit pas juste pour nous, mais que ça soit pour les autres. Comme tu disais, on est tous connectés et si on peut s'aider, ça peut créer une belle boucle. Et donc, on a choisi, moi j'avais choisi l'association Magie à l'hôpital, qui œuvre pour les rêves des enfants malades. Qui font intervenir des magiciens à l'hôpital et qui les aident à réaliser leurs rêves magiques par la suite. Et donc on a créé une cagnotte et donc on va essayer, donc tout ça c'est gratuit, tous les intervenants interviennent bénévolement et merci beaucoup. Et on a vraiment fait tout ça, on a mis en place un mois avec 0 budget. Et tout est gratuit, mais voilà, si vous avez les moyens, on a une cagnotte, je pourrais vous envoyer le lien par la suite, je pense certainement demain. Mais on a QR code, on a une boîte pour, on répond à tous les besoins et si vous avez aimé, si ça vous a fait plaisir et si, voilà. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à revenir puisque ça va durer 1 mois. Donc le programme est en ligne. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à faire venir les gens. On va essayer de mieux installer une signalétique pour que les gens ne se perdent là. Mais voilà, prenez-là pendant C'est ce moment. Flex. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est la station spatio-temporelle. Il faut passer un truc voilà, du rêve. Pour le rêve. Et donc maintenant, on n'a pas écrit convivial, mais c'est très convivial. Donc si vous voulez, on peut aller prendre un petit verre à côté, à la bretelle, là où certains d'entre vous se sont perdus tout à l'heure. Continuer à échanger autour de nos rêves et échanger et se connecter. Connexion. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, tout ça a été très inspirant. Et je vais pas moi faire une conférence, donc je fais une conclusion. Mais oui, j'ai eu tout un parcours très compliqué et pour arriver jusqu'ici, il a fallu énormément de travail. Et souvent, on pense que c'est de la chance. Mais en fait, je travaille énormément, j'ai énormément travaillé, j'ai énormément galéré. Et peu de confiance en moi pendant des années et tout ça peut exister aujourd'hui parce que j'ai tenu mes objectifs, parce que je suis allée écouter voilà, qu'est-ce que j'avais vraiment au fond de moi et de ne pas me donner de limites en fait. Voilà, en fait, je pense que j'ai un cerveau qui est fait sans limite et donc je donne à chacun la possibilité de ne pas avoir de limites non plus et donc oui, parfois ça peut être assez angoissant, anxiogène mais finalement on y arrive et on a réussi. L'association a tenu 12 ans parce que du coup on est allé au bout de nos objectifs à chaque fois et peu importe, voilà, s'il y en a qui ont juste croisé la route de l'association. Et ce lieu, c'est parce que j'y suis allée aussi au culot et j'ai pu obtenir les financements et je suis allée voir les personnes et j'y suis allée et j'ai recommencé. Et du coup, il y a ce lieu, il y a aussi donc à la Bretelle notre play truck, food truck, qui est du coup la supérette itinérante. Donc c'est le projet futur que je mène et que donc pareil, pendant des années, je voulais un camion à la base puisqu'on était mobile comme je l'ai dit tout à l'heure. Et tout le monde me disait mais non, mais ça pollue, mais non, tu n'y arriveras pas. Aujourd'hui, des food trucks partout, des camions, partout. Du coup, je me suis dit, ok, on ne veut pas me le financer, on finance mon asso, mais je ne peux pas financer ce projet. Du coup, je l'ai acheté avec mon argent. Je me suis, voilà. Et en fait, à partir du moment où on a eu ce camion, en fait, tout le monde a voulu du camion. Donc, on l'a fait tourner partout, dans le 7e, dans le 13e. Donc là, aujourd'hui, dans le 13e. Et le but, c'est de pouvoir faire tourner cette supérette du quotidien pour aller à la rencontre des gens aussi qui n'ont pas accès forcément des lieux de ce type-là. Et je m'évade dans ma conclusion. Mais en gros,
En gros, profitez oui, de ce mois, comme le disait Valentina, pour faire vos propositions. Vraiment, on reste hyper ouvert à tout ce qui peut être mené. Voilà, je reste convaincue que les balances, Ah oui. parce que donc on parle des rêves, mais on peut partir aussi dans des trucs un peu astrologiques, etc. Mais voilà, Valentina fête son anniversaire aussi dans la même période que moi, au mois d'octobre. Moi, c'est un peu... Ouais, un peu avant. Mais ouais, il y a quelque chose une connexion en fait qui est inexplicable. Voilà. Donc, vous faites l'anniversaire. Voilà. Voilà. Et donc, oui, je parle de tout ça parce que du coup, la fin du mois ça va se clôturer avec plein d'événements. Le 20 octobre, on inaugure officiellement le lieu avec donc, la mairie du 13e, la mairie de Paris, et puis du coup des invités surprises. J'en parle Peut-être pas encore. Des invités surprises, un parrain et une marraine surprise et des personnalités. Pareil, je suis allée au culot pour aller les contacter. Vraiment. Voilà, et du coup on va fêter l'anniversaire et on va fêter la fin de ce mois Et aussi. le 26, oui, pour marquer la fin du mois du rêve, on aura une soirée de clôture un peu plus festive avec un petit concert, une tombola. Donc venez si vous êtes disponible. Avec Bon, des faire talents la du fête. quartier. Oui, avec Ouais. un groupe du quartier. Voilà, je pourrais parler beaucoup plus longuement, mais nous allons prendre un petit verre à la bretelle. Et merci à tous et toutes d'être venus. Bravo Valentina. Voilà.